Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui après une semaine sans vidéo. Et pourtant, en rentrant de vacances, j'avais toujours pas de sujet sur lequel parler et ça, c'est tout bonnement exceptionnel. Une situation inédite sur la chaîne. J'ai comparé avec les autres années à la même période les statistiques, les sujets sur lesquels on parlait, les recrues qui étaient faites, le niveau en fait des rumeurs de leur concrétisation et tout ça. Et vraiment, ce qu'on vit là, c'est incroyable. Même si bien sûr on peut l'expliquer avec un certain contexte de compétition internationale, certains dossiers financiers aussi qu'on va développer dans cette vidéo, mais c'est vrai que c'est d'un calme plat et heureusement que ce matin il y a eu l'information sur Dean Howson, le défenseur néerlandais-espagnol qui est d'accord pour nous rejoindre, les négociations entamées avec la Juventus, puisque ça va être le sujet de cette vidéo, parce que je vais pas vous mentir, tout ce qui est sorti la semaine dernière, comme quoi on a réactivé Kimmich, le dossier João Neves, c'est du réchauffé, il n'y a pas grand chose à en dire, j'en ferai sûrement une vidéo dans les prochains jours, mais en fait j'attends le plus possible, espérant que d'ici là, il y aura d'autres sujets un peu plus intéressants que ça, quoi, parce que parler de Kimmich, moi je veux bien, ça me ferait aussi des statistiques, tu vois, de le foutre avec un maillot du PSG en miniature, mais à un moment donné, bon, on va pas se leurrer, c'est quand même pas très réaliste, voilà, et aujourd'hui on sait pas trop dans quelle direction le mercato va, même si tu peux voir le verre à moitié vide comme à moitié plein. Il y a aussi quelque chose qui est encore plus lunaire, c'est qu'on a assez peu d'informations mercato. Enfin, des infos mercato, on en a. Tous les 3 jours, il y a un nouveau nom qui fuite, notamment en attaque, au milieu de terrain, tout ça. Mais rien de concret en fait. C'est vraiment les infos concrètes qui manquent. Mais pire encore, c'est la reprise. La reprise dont on ne sait rien en fait. À part que lundi prochain, ceux qui n'étaient pas en compétition internationale sont conviés au campus PSG pour la reprise, donc le 15 juillet, mais on ne sait pas du tout quel est le programme, c'est absolument exceptionnel. Alors, on reprend en dernier, par rapport à tous les clubs de Ligue 1, on a à minima une semaine de retard, ça c'est une chose, bien sûr, et c'est logique, vu tous les internationaux qu'on a dans l'effectif, mais alors, ne pas avoir de match amicaux aujourd'hui, sachant que les autres clubs qu'on pourrait potentiellement affronter dans le cadre de notre préparation, eux aussi ils ont un programme. Et peut-être que plus le temps passe, plus ça va être compliqué de trouver des clubs à affronter pour te mettre dans le rythme. Même si vous me direz, le trophée des champions lui aussi a été annulé. Alors, commençons par la tournée en Chine, qui a été annulée, ça on le savait depuis longtemps. Il y a eu des défauts avec les organisateurs, comme quoi ils versaient pas l'argent promis au club pour les matchs amicaux, donc on a annulé ça. C'est pas plus mal, franchement c'est pas plus mal. Comme je disais dans une précédente vidéo, je pense que Luis Enrique a eu son mot à dire là-dedans, il est contre ce genre de tournée. Au Barça, il en avait fait annuler une pour rester en Europe. Moi ce que je comprends pas, c'est qu'à cette période de l'année, pourquoi on va pas aux États-Unis? L'Asie, on sait très bien que voilà, le club a décidé de se jeter sur ce marché. On a recruté Lee Kang-in l'année dernière et tout ça. Mais à cette période de l'année, y aller, c'est pas bon pour les joueurs. Alors déjà, on avait les infos comme quoi ils se font chier sur place. Ensuite, c'est pas du tout la période en matière de météo. Les matchs avec le taux d'humidité de dingue, la chaleur de fou et les joueurs qui font que de transpirer, c'est vraiment pas l'idéal. En plus du décalage horaire, alors que tu vas sur la côte est américaine, New York, Miami, même tu vois, tu vas à San Francisco qui a un climat toute l'année qui est aux alentours de 20 degrés avec du vent, du soleil et tout ça. Voilà, ça c'est très bien, tu vois. Donc on n'a toujours pas de tournée. L'année dernière, la tournée au Japon nous avait rapporté 20 millions, donc ça fait ce montant en moins dans les caisses. Le trophée des champions prévu à Pékin contre Monaco a été annulé. Ça, c'est la Ligue qui l'a officialisé la semaine dernière. C'est assez important parce que normalement, ça tenait ces derniers temps, comme quoi on allait le faire. Le 8 août, c'était prévu. Et au final, ça va être repoussé à une date ultérieure. Dans la période d'août, c'est impossible de le faire en France parce qu'il y a les Jeux Olympiques. Il faut trouver une région du monde. Si tu veux le faire en hiver avec le nouveau format de la Ligue des Champions qui t'impose 2 nouveaux matchs au minimum en poule et potentiellement des barrages si tu finis donc après la 8e place au classement là, donc 2 matchs en plus de barrages au mois de janvier, ça me paraît impossible de caler un trophée des champions. Et pour les années qui vont venir, avec leur nouveau format, avec 4 équipes et plusieurs matchs, pour faire le trophée des champions, là, c'est ce que la LFP a dit, avec notamment la République démocratique du Congo qui est pressentie pour accueillir une des premières éditions.
ça, pareil, ça va être très compliqué. En plus de la Coupe du Monde des clubs qui va être donc dès l'année prochaine. Ça, j'avais pas saisi dans une vidéo, j'ai fait un lapsus, je pensais que c'était l'année d'encore après. Mais non, c'est directement là, dans cette saison. Donc voilà, on reprend lundi prochain, le 15 juillet. Le premier match sera le 17 août contre Le Havre. Et entre-temps, on n'a rien de prévu. On sait pas ce qui se passe. On n'a pas de diffuseur. Accessoirement aussi pour la Ligue 1. Alors ça, c'est une situation qui est ubuesque, très, très inquiétante. Pas pour nous, mais pour les clubs qui dépendent en matière de prévision, de budget, de mercato, des revenus des droits télé. Alors pour nous, évidemment, c'est 42 millions en moins pour le domestique et 117 millions pour les matchs européens que la Ligue nous verse. Quand je parle des matchs européens, c'est ce que la Ligue nous verse pour ce qu'on fait comme parcours et tout ça en Coupe d'Europe. Après, on a aussi les revenus télé de l'UEFA, qui l'année dernière était de 120, je crois, avec la demi-finale. Voilà. Donc ça fait grosso modo 60 millions d'euros qui aujourd'hui, mais on ne sait pas, assurément vont baisser, parce qu'il y a DAZN qui avait fait une offre, je crois, à un peu plus de 300 millions. Donc bien sûr, on est très très loin de ce qui était ces dernières années. C'était pour 8 des 9 matchs qu'ils ont fait cette offre-là. Il y a l'histoire de la chaîne de la Ligue à 30 balles, 15 balles si tu prends l'abonnement que pour voir les matchs de ton équipe préférée, le partenaire avec Warner Bros Studio là pour qu'il distribue le truc et qu'en même temps on ait le pack Warner. Bon bref, c'est un cirque absolument incroyable. Donc voilà, donc pour nous ça fait environ 60 millions qui devraient baisser peut-être, je sais pas, à 40 ou 45. Bon, c'est vraiment minime, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans l'incertitude. Voilà. Donc, ça fait le lien avec le mercato. C'est vrai qu'on a une incertitude là-dessus qui est financière. Alors, on a eu une information exceptionnelle, je commencerai par là quand même, il y a 2 jours. Jacobs Ben, le journaliste anglais qui relaie, pas Nasser, mais des gens de son entourage, lui fournissent les informations. Alors, est-ce que c'est Nasser qui les commande ou eux qui en prennent l'initiative? Ça, on sait pas trop. Mais c'est vrai que lui, voilà, c'est le porte-parole de l'entourage londonien de Nasser, Ben Jacobs, qui nous a dit, attention, si le PSG n'avance pas beaucoup sur le mercato, c'est parce qu'ils sont dans le flou avec Mbappé et qu'ils attendent de régler la situation financière, le différend donc, avec lui. Alors cette info au début m'a fait beaucoup rire, hein, parce que je me suis dit, ça y est, on a le retour des infos commandées par l'entourage de Nasser pour expliquer pourquoi on n'avance pas, mais au final, en fait, avec le recul, j'ai envie de dire que pour une fois, je crois à cette info. Je crois à cette info dans le sens où Mbappé, le seul truc qui est écrit noir sur blanc et que donc la justice prendra en compte si ça va jusque-là, et ben en fait c'est le contrat que tu as signé en 2022 dans lequel tu t'es engagé à lui verser les 100 millions qu'il te réclame aujourd'hui. Parce que le reste, tout ce à quoi il s'est engagé l'été dernier, donc les primes de fidélité qu'il se refusait pour être réintégré dans le groupe, mais ça c'était oral. Et donc, ça va être très difficile de faire quelque chose de ça en justice, sans défendre. Donc, c'est vrai que si au final, on se retrouve à lui devoir 80, 100 millions d'euros, sans parler des frais d'avocat et tout ça, bah, ça peut vite faire un trou quand même dans le bilan. Surtout que là, on est quand même à la croisée des chemins. On rappelle que pour la 2e année consécutive, le PSG a bouclé un chiffre d'affaires au-delà de 800 millions d'euros. C'est absolument énorme. Et là-dessus, bravo à Nasser, bravo aux équipes marketing, c'est superbe. Mais on le sait, on est sur un projet redimensionnement. D'ailleurs, dans les médias, j'ai vu passer un vendeur de la boutique des Champs-Élysées qui disait c'est vrai que là, depuis le départ d'Mbappé, la nouvelle star, c'est Dembélé, mais on ressent un petit peu sur les ventes de maillots et tout ça. Typiquement, on sait qu'on est un peu à la croisée des chemins et un peu dans le flou. Ça m'étonnerait que l'année prochaine, on refasse une année à plus de 800 millions, quoi. À moins que recrute cet été une grosse tête de gondole qui va nous faire les ventes de maillots, le marketing et tout ça. Mais la réalité, c'est que voilà, le nouveau projet fait qu'aujourd'hui, on a un petit peu un flou financier. Peut-être que le club veut pas trop se jeter, même si de l'autre côté, on entend qu'on est sur Gvara, qu'on est sur Yoro, même si sur Yoro, il est dit que le seul club qui a fait une offre de plus de 50 millions, c'est Manchester United. Le Real on fait 20. Et nous, visiblement, on n'a pas fait d'offre en fait. Visiblement, on n'a pas bougé. Donc c'est bizarre. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a qu'une seule recrue, Safonov, qui a d'ailleurs donné une interview assez intéressante dans laquelle il a dit qu'il n'avait pas d'agent. Donc ça reprend de voler les infos comme quoi l'agent de Kvaratskhelia était dans le deal Safonov
pour lui faire plaisir, voilà, en vue d'un potentiel transfert de Kvaratskhelia, puisque Safonov, il a dit « J'ai négocié le transfert tout seul avec l'aide d'avocats que j'ai mandatés, bien évidemment, qui ont eux aussi pris la parole dans l'interview pour dire qu'au PSG, ça travaillait bien, les échanges étaient fluides, réactifs avec tous les services du club pour rédiger le contrat, les services famille pour les billets d'avion, faire venir Safonov, les équipes et tout ça. Tout s'était très bien déroulé, donc ça c'est plutôt un bon point, voilà. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a que le gardien russe et personne d'autre, aucune piste très crédible. Donc si tu vois le verre à moitié plein, tu te dis qu'il y a les compétitions internationales, bien sûr, les vacances des joueurs, et que c'est une situation qui est calme sur le mercato de manière plus générale. Voilà. Bon, à l'échelle de la Ligue 1, les clubs sont bloqués par l'histoire des droits télé. En Première Ligue, ça n'a pas encore bougé vraiment. En Espagne, pareil. Finalement, il n'y a que le Bayern qui a vraiment parti en trombe. La Juve, qui fait un début de mercato très très intéressant, qui va être une équipe à suivre. Mais sinon, voilà, plus globalement, en Europe, voilà, pour l'instant, c'est plutôt calme. Et ça devrait s'accélérer après l'Euro, voire plus. Parce que ceux qui vont aller le plus loin dans la compétition seront après en vacances. Et j'ai l'impression que les joueurs sont encore moins intéressés par leur avenir quand ils sont en vacances. Typiquement, Kvaratskhelia, en plein Euro, son agent a fait la déclaration publique, commandée évidemment par Luis Campos, le PSG et tout ça. L'agent et le père aussi, rappelez-vous. Le même Kvaratskhelia qui a reçu De Laurentiis au camp de base de la Géorgie en plein Euro, alors qu'il est en compétition internationale. Et là, depuis une semaine qu'il est éliminé, qu'il est en vacances, plus rien. Calme plat, c'est zéro. Bref. Et de l'autre côté, si tu vois le verre à moitié vide et que tu t'inquiètes pour cette situation, c'est vrai qu'il y a certains dossiers qui sont bizarres. Les Euro, t'es encore dessus à la mi-juillet, alors que depuis janvier, tu sais très bien que la priorité du joueur, c'est le Real Madrid. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est Xavi Simons. Xavi Simons qui nous tourne en bourrique, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, et qui fait qu'aujourd'hui, Désiré Doué est donc son alternative aux yeux du PSG, pisté par d'autres clubs, et du coup, on prend du retard. Parce que monsieur Xavi Simons n'a toujours pas décidé chez qui il veut aller. Voilà. Et dans ses explications, ses excuses, un double jeu qui m'énerve. Voilà, on va pas se mentir, ça m'énerve. C'est un dossier à la Mbappé qui m'énerve tout autant qu'Mbappé. Voilà, je le dis tout de suite. En attaque, c'est vrai qu'il y a très peu de pistes. Finalement, aujourd'hui, on a eu une info RMC Sport qui nous a dit « Alors attention, hein, en attaque, le dossier prioritaire reste remplacer Mbappé. » Ah ouf, ça m'a rassuré de lire ça dans RMC Sport. Alors déjà, je me suis dit « Non, jure, on a perdu Mbappé et la priorité, c'est de le remplacer. » Ah bon, oh bah c'est très bizarre, là, j'en tombe des nues. Mais de l'autre côté, cette information m'a limite rassuré. Parce que ces derniers jours, c'est vrai que, en fait, c'était d'un calme plat dans ce secteur. Au milieu, ça bouge, en défense, ça bouge, mais en attaque, il se passe pas grand-chose. Le dégraissage aussi. Le dégraissage n'avance pas. Carlos Soler, Mukiele, tiens, on va parler de la défense aujourd'hui. Mukiele, il est toujours là. Il n'y a aucune rumeur, alors que le mec était pisté par le Bayern cet hiver. Il se passe rien. Carlos Soler, visiblement, on est trop gourmand avec la Real Sociedad. Donc je sais pas trop ce qu'on fait. La Real Sociedad était prêt à mettre 12 millions, voire 15, et nous, on en demandait 20. Je sais pas pourquoi on fait la fine bouche sur Carlos, qui en plus touche 400 000 euros mensuels, si je dis pas de bêtises, ce qui est absolument énorme pour la Real Sociedad. Et donc déjà, s'ils arrivent à se mettre d'accord avec le joueur sur le salaire et donc le contrat, c'est un miracle. Et nous, après, qu'on fasse pas les fines bouches pour 5 millions d'euros sur un mec qui n'a plus sa place dans le projet, quoi. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Le dégraissage, c'est aussi quelque chose qui est assez inquiétant. En défense, les Euro va vers le Real Madrid. Visiblement, ils auraient fait une offre de 20 millions. Qu'est-ce qu'ils sont agressifs. Ils se mettent d'accord avec le joueur. Et une fois qu'ils ont la volonté du joueur, ils mettent leur plan. Et aujourd'hui, ça part limite de le recruter gratuitement en 2025. Donc, le LOSC se retrouverait la queue entre les jambes. C'est aussi la responsabilité du joueur, hein, puisque cette nouvelle mode, évidemment, dont Mbappé est un des précurseurs avec son départ libre du Real, qui consiste donc à mettre en plan son club, ne pas partir chez le plus offrant. Après, vous me direz, le LOSC, ils sont pas dans une situation financière déplorable, ils ont pas besoin d'argent, assurément. Mais c'est vrai que le Real sont très très agressifs. Là, ils ont proposé 20 millions, tout simplement. Voilà. Après, nous, on a fait pareil avec Kvaratskhelia. Quand je parlais tout à l'heure de la déclaration de l'agent et du père qui disent que le joueur veut partir dans un club qui joue la Ligue des Champions et qu'ils se plaignent publiquement de l'instabilité à Naples, ça c'est commandé par Luis Campos. Colomoni qui fait la grève l'été dernier, ce sont les mêmes méthodes. D'un côté ça fait plaisir, parce que c'est un monde de requins. Il faut faire ça, c'est tout, c'est comme ça qu'on s'en sort. Le Real est très très agressif, donc voilà, bref. Donc, les Euro, c'est mort. L'alternative, ça semble être Dean Howson, qui
Donc ce matin, la Repubblica, média romain, nous dit, enfin romain, pas romain par le PSG, mais romain de Rome, nous dit les négociations avec la Juventus, son club, ont atteint leur paroxysme. Fabrice Hawkins dit le joueur est d'accord avec le PSG, veut nous rejoindre, les négociations avec la Juve sont en cours pour trouver la meilleure formule, tout simplement. Il y a des médias italiens, attention, qui ont dit que Thiago Motta voulait pas le faire partir tout de suite, voulait le tester lors de la préparation. Je crois que la Juve a repris aujourd'hui avec des tests médicaux, physiques et tout ça. Et donc, Hausen y était. Et donc, Motta veut le tester lors de la prépa avant de faire un choix tranché sur son cas. Donc, on passe de Yoro, un mec qui a quand même plus une saison et demie, disons, de très haut niveau, titulaire au LOSC, pour 50-60 millions, à Dean Howson, 7 titularisations à la Roma sur la deuxième partie de saison, 20 millions, donc un budget assez moindre. On reste sur le même profil de joueur, à savoir assez prometteur, en dessous des 20 ans, même si Lenny-Yoro, je pense quand même, est très loin devant Dean Howson en matière déjà d'expérience engrangée, tout simplement. En termes de prix, c'est vrai que tu divises par 3, mais surtout quand on prend le scénario du PSG. Donc c'est-à-dire que Luis Campos est arrivé. Luis Campos, il a dit « Je vais recruter un joueur d'expérience qui sera un cadre de cette défense ». Il a signé Skriniar. Aujourd'hui, on n'en veut plus, pour une question de profil. Il a signé, peut-être plus, Nasser, Lucas Hernandez. Aujourd'hui, il est out jusqu'à janvier 2025. Et on ne sait pas dans quel état il reviendra. Tout comme Kimpembe, pour moi, ces mecs-là, je les mets vraiment, voilà, très loin, pas hors des plans. Mais voilà, aujourd'hui, ils comptent pas. Donc, les mecs confirmés, ça n'a pas marché. Voilà. De l'autre côté, tu te dis, bon, on va recruter des mecs à fort potentiel. Tu te positionnes sur Lenny-Yoro parce qu'il est sous tes yeux, parce qu'il est originaire d'Île-de-France. C'est complètement logique. Tu le loupes? Ok. À la limite, Lenny-Yoro, je le regrette pas trop parce que en défense, je trouve plus qu'en attaque au milieu de terrain, les cracks, il y en a beaucoup en fait. Et c'est-à-dire qu'en défense, il y a personne qui me hype à 100%, tu vois. C'est vrai qu'on est dans un secteur où il y a toujours un repoussoir, quoi. Ils font toujours des erreurs. Lenny-Yoro, sa fin de saison, ou Upamecano dans les grands matchs. De Ligt, pareil, un peu surcoté. Déjà 2 gros clubs qui veulent le dégager, la Juve et le Bayern, donc c'est un peu bizarre. C'est vrai qu'en défense, bon, j'ai toujours un petit truc, tu vois, une arrière-pensée. Cet hiver, tu as recruté un jeune à fort potentiel, Beraldo, et là, tu vas faire le même type de recrutement. Alors que tous tes joueurs confirmés sont out, tu veux les virer. Donc je comprends pas pourquoi on passe pas par la case mettre les 50-60 millions sur un joueur confirmé de 24-25 ans. Pourquoi on reste là sur, voilà, après Beraldo, encore un mec comme lui de 18-19 ans. Alors après, il y a la question de la masse salariale, bien sûr. Hein. Quand tu as Kimpembe, Lucas Hernandez, Marquinhos, Skriniar qui ont des salaires de titulaires tout simplement, c'est vrai que tu peux pas recruter un mec de 24-25 ans qui touche 15 millions comme eux. Ça ferait 5 joueurs, là, ce serait assez délirant. Et le dégraissage, comme je l'ai dit, c'est très très compliqué. C'est très compliqué. Mais cet hiver, on nous parlait quand même d'un mec comme Upamecano ou De Ligt. Alors, ils ont leurs défauts que j'ai exposés il y a 2 secondes. Mais voilà, j'aurais voulu voir le club quand même m'intéresser un peu. Bon, alors, on a été associé à De Ligt la semaine dernière. Il nous a aussi refusé l'hiver dernier. Mais là, on passe direct de Yoro, qui est vraiment le crack, voilà, en Europe aujourd'hui, à Howson, qui est vendu 20 millions par la Juve pour financer Jean-Pierre Todibo, dont on pourrait s'interroger pourquoi le PSG ne s'intéresse pas à lui, même si lui, pareil, tu vois, c'est le genre de défenseur. Typiquement, ok, il est moderne, ok, il a plein de qualités, mais tu te dis, est-ce qu'au plus haut niveau, il va avoir les facultés mentales? Et pourquoi ce sont des clubs comme la Juve, qui aujourd'hui, sans leur faire offense, sont chapeau 2, qui s'y intéressent? Pourquoi c'est pas le Real? Pourquoi c'est pas les gros clubs de première ligue? Pourquoi Manchester United, ils préfèrent forcer sur Yoro et pas le recruter? Alors qu'ils sont à Ineos et qu'ils auraient pu faire une magouille. Sachant qu'ils ont un budget assez serré pour cet été, Manchester United. Ça les aurait arrangé. Et au final, ils le font pas. Donc pourquoi? Je pose juste la question. Donc voilà. Bien sûr, pour rester sur Dean Howson, 20 millions, c'est vrai que c'est un coût intéressant. Voilà, c'est un joueur jeune, qui a une marge de progression, que tu peux modeler à ta façon. Luis Enrique va en faire ce qu'il veut. Il a certaines qualités intéressantes. D'abord, techniquement, il est très bon pour varier jeu long, jeu court, sur le côté, porter la balle aussi, très bonne conduite. Il est ambidextre, donc ça lui permet d'être polyvalent, capable de jouer axe droit comme axe gauche, et ça, c'est une vraie qualité. Il fait 1m95, 97 selon les sources, donc dans les airs, il remporte beaucoup de duels. Il a aussi une vraie technique pour
repousser le ballon de la tête dans les bonnes zones sur un partenaire, même si parfois il y a certains défauts qui apparaissent quand il est face à un attaquant plutôt coriace. Il est grand, il est longiligne, donc ça c'est vrai que c'est des profils qu'on aime. Après Barcola à un autre poste, faudrait peut-être l'étoffer physiquement. Voilà, les salles de muscu l'année prochaine du campus vont servir. Et au duel, c'est vrai qu'il est bon pour aller chasser haut, pour mettre la pression, mais en fait, il est proche de Beraldo ici, dans le sens où c'est quelqu'un qui a absolument besoin de couper à la source, en fait. D'aller chercher le joueur avant qu'il ait reçu le ballon. Parce que si le joueur réussit à contrôler, se retourner, ou pire encore, se lancer, ça va être des défenseurs qui ont un déficit de vitesse, sur les premiers appuis, qui manquent d'énergie, qui manquent de mobilité, de vivacité. Donc là-dessus, c'est vrai que ça peut interroger. Voilà. En plus, c'est vrai que quand tu as 7 titularisations à la Roma, donc très peu de matchs en pro, c'est un vrai défaut. C'est un vrai défaut, même si on pourrait dire dans l'autre sens que c'est difficile du coup de l'analyser, puisqu'on l'a assez peu vu, il faut attendre de le voir au PSG. Encore autre chose, à la Roma, c'est un contexte très différent. Ça joue bloc bas, et donc les déficits de vitesse, par exemple, ne sont pas mis en exergue quand tu défends proche de tes buts. Voilà, dans une défense regroupée. Là, au PSG, il s'agira de défendre à 60 mètres de ses buts, sur des grands espaces, sur des transitions rapides parfois. Donc, c'est beaucoup d'interrogations que je me demande. Moi, j'ai vraiment beaucoup de doutes, en fait. 20 millions, j'aime beaucoup. Le deal en lui-même, j'aime bien, même si au niveau du contexte, j'aurais préféré que le PSG piste un joueur confirmé, parce que si on le recrute, pour moi, ça enterrera le recrutement d'un autre défenseur central, en fait. Peut-être qu'on ira sur un latéral droit remplaçant à Hakimi, Gertruida par exemple, mais un défenseur central confirmé, pour moi, à partir du moment où tu signes Hausen, c'est mort. Parce que tu auras numériquement trop de joueurs dans ce secteur, en fait. Il faudra dégraisser avant, et je crois que personne ne partira cet été, tout simplement. Il faut regarder avec froideur. Moi, Hausen, dans le deal parfait, ça aurait été de le recruter et le prêter, pour qu'il aille se faire du temps de jeu, s'étoffer, parce que c'est un joueur qui a besoin de temps de jeu. Voilà. Est-ce qu'au PSG, il l'aura? J'en suis pas sûr, parce que Beraldo, par exemple, je pense que Beraldo sera devant lui dans la hiérarchie, en fait. Et c'est pareil, c'est un profil qui ressemble à Beraldo. Donc les deux ensemble, c'est très difficile de les imaginer. Je vois pas de complémentarité entre Beraldo et Hausen. Donc ce sera soit un des deux. Et bon, Marquinhos qui est indéboulonnable aussi, hein, Danilo, Skriniar, Hernandez et Kimpembe qui reviennent. Et je pense que Beraldo sera meilleur qu'Hausen. Moi, Beraldo, c'est quelqu'un que j'apprécie plutôt. Donc c'est vrai que c'est un deal en défense centrale où il faut un petit peu se mouiller la nuque, quoi. Quand tu passes de l'ambition de signer Lenny Yoro à que ce recrutement, si on reste là-dessus, c'est vrai que en défense centrale, au 1er septembre, bon, je pense que le bilan, il y aura quelques interrogations quand même. Mais ça confirme aussi une chose, c'est que le PSG, là, semble vraiment embarqué sur un projet très clair qui est de recruter, voilà, que ce genre de joueurs. Très jeune. T'aimes ou t'aimes pas, mais au moins le projet est clair. T'as un entraîneur et un directeur sportif qui sont sur la même longueur d'onde. T'as aussi le bon entraîneur pour faire ce projet. Là-dessus, c'est un bon point, Luis Enrique. Mais c'est un bon point, mais aussi un mauvais. Dans le sens où Hausen sous Luis Enrique, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que Luis Enrique, fin de contrat en juin 2025, il a toujours pas prolongé. Et il va falloir qu'il s'inscrive sur le long terme. Parce que si Luis Enrique part, il va falloir recruter un entraîneur qui lui ressemble, qui collera à cette philosophie. Si on repart avec le cirque des entraîneurs qu'on a connus sur les autres années avant lui, ça va être très compliqué. Parce que ce genre de projet, c'est pas n'importe quel entraîneur qui les mène. Et Luis Enrique a le profil pour ça. Donc il faut absolument que Lucho s'engage sur le long terme, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, puisqu'on n'a aucune nouvelle de sa prolongation, et je ne cesse de le répéter dans les vidéos. Donc voilà, projet très clair, t'aimes ou t'aimes pas, tu juges, voilà. Mais c'est vrai que là, le PSG semble vouloir des joueurs, même 23-25 ans, visiblement, c'est trop vieux pour le club, tout simplement. Alors la piste Kimmich au milieu de terrain vient me contredire, puisqu'on parle d'un joueur de 29 ans, et on en parlera dans une prochaine vidéo. Mais c'est vrai que là, voilà, le projet semble très clair, long terme, il va falloir être très patient. C'est comme Moscardo, quoi. Moscardo, on parle d'un joueur qui a une quinzaine de matchs en pro dans la Serie A brésilienne. Donc d'un côté, c'est vrai que tu les recrutes très tôt, donc tu t'évites de les louper déjà, parce qu'une fois que ce genre de joueur a éclos, ben, en fait le PSG ne peut pas rivaliser avec les clubs de Première Ligue ou le Real Madrid, le Barça. Tu t'évites aussi les grosses indemnités, mais j'ai aussi l'impression quand même que même là, on prend du second chapeau. C'est-à-dire qu'on piste Lenny Yoro en plan A,
Et au final, on se retrouve à recruter un mec qui, la Juve accepte de se séparer pour eux prendre Todibo, Cop Miners et tout ça, quoi. Des mecs qui auraient pu être aussi intéressants pour le PSG, tu vois. Donc voilà, c'est un projet. J'attends vraiment le 1er septembre pour voir. Parce que vraiment, si on recrute Kimmich 29 ans, ben, ça viendra complètement barrer tout ce que je viens de dire. Mais là, ça paraît quand même assez clair. Ça paraît assez clair. Et aussi numériquement, visiblement, il y a une volonté du club de cibler les profils et de pas recruter à tort et à travers. Donc voilà, si on voit le verre à moitié plein, c'est ce qui ressort un petit peu de ces derniers jours. Bref, on se retrouve demain pour parler du milieu de terrain. Très bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une bonne demi-finale face à l'Espagne. C'est vrai que voilà, France-Espagne, enfin Espagne-France. Ce soir, on espère une qualification en finale et une bonne prestation pour capitaliser, évidemment, nos Parisiens, puisque Kolo Muani et Dembélé se sont pressentis titulaires. Bref, bonne soirée à tous. Peut-être qu'on fera une vidéo sur l'Euro de nos Parisiens, puisqu'il y a quelques enseignements à en tirer. Ciao les amis, prenez soin de vous.